Bonjour mes amis de Villagez-vous qui nous suivez comme ça dans nos périples sur la commune de Remicourt. Aujourd'hui nous sommes à Rodège, l'un des villages de cette entité. Et dans ce village, ce soir, nous sommes en fait avec Monsieur C.S. Ferron. Votre famille en fait, elle a toujours vécu ici à Rodège? Depuis, je vais dire, attends un petit peu, mon papa, grand-père, mon arrière-grand-père, et encore avant, ils étaient ici à Rodège. Voilà. Mais beaucoup de Ferrons sont originaires de Hanu et voilà. Et c'est une famille d'agriculteurs? Oui, en grande majorité, oui. Et c'était des agriculteurs qui étaient spécialisés déjà? Ou ils faisaient de l'élevage? Ils faisaient de l'élevage un petit peu comme c'était à l'époque, un petit peu de tout, quoi. Hein. Oui. Mais j'ai eu mon arrière-grand-père qui, ici à la ferme, avait fait creuser un puits artésien et faisait du soda. Je pense aussi qu'il y avait un commerçant ambulant qui passait et qui, lui, vendait des bouteilles un peu spéciales également. Si je Ah oui, je me suis déjà laissé dire que ces bouteilles venaient d'Angleterre. Oui. Il faut croire qu'il y avait un représentant qui passait avec plusieurs modèles. Et voilà, Et cette bouteille, la voilà, c'est voilà. cette bouteille qui est d'ailleurs indiquée avec Ferron, le nom, Rodège, le village en dessous. Hein. Oui, oui, oui. Et puis au centre, il y a un dessin, en fait. Il y a un dessin un H qui avec 4 F. représente en fait... le H qui forme un H de Rodège et F de Ferron. Alors, dans cette bouteille, en fait, il y avait du soda. Oui. C'est ça. Et ce soda était fabriqué comment, en fait? À partir de jus de pomme. Du jus de pomme. Fermentation, sans doute. Donc, il y avait des vergers tout autour. Alors. Ici, oui, il y avait pratiquement 4 hectares de vergers, avec tout gros pommiers, d'anciens pommiers, qui ont été coupés dans les années 60 par papa quand il est revenu ici. Et de toute façon, à ce moment-là, il fallait les couper. Hein. On donnait des primes pour les abattre. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Oui, oui. Moi, je n'en ai plus, mais ils avaient des casiers, comme les brasseurs, tout. Hein. Et alors, il y avait un mécanisme un peu spécial dans cette bouteille. Il y a une bille là, qui circule et qui permettait l'ouverture ou la fermeture, c'est ça? Oui, 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 oui. Dans le goulot de la bouteille, il y a une rainure qui servait à mettre un joint en caoutchouc, qui a disparu. Et avec le gaz carbonique, la bille remontait et venait se coller sur le joint. D'accord. La raison. Et pour l'ouvrir, il fallait pousser la bille et l'amener à ce qu'elle aille derrière ces 2 encoches. Là. Il y a 2 encoches ici qui retenaient la bille et vous pouviez Ah oui, d'accord. vous servir de... On peut même le boire à la bouteille, si je comprends bien aussi. Oui, hein. Oui, et à mon avis aussi, c'était une boisson qu'on utilisait couramment. Un rafraîchissant qu'on utilisait dans les familles. Est-ce que vous en avez bu vous-même de ça? Non. Vos parents peut-être? Papa non plus. Papa non plus. Non. Et comment avez-vous retrouvé ces bouteilles en fait? Oh, c'est pas un hasard? je savais que ça avait existé. En faisant un terrassement pour faire un hangar, Ah oui. on a retrouvé, mais avec les grues, bon, je vous dis, on en a retrouvé très peu, beaucoup d'ennemis, hein, beaucoup qui ont le goulot qui a cassé ici, dans le pli. Dans le pli de maintien de la vie, on ne veut pas qu'elle tombe dans le fond. Oui, hein. Et alors, ça c'est une première partie de la famille qui s'est développée autour de cela, puis il y a l'aspect agricole. Et vous-même, vous avez une formation d'agriculteur ou... J'ai fait mes études agricoles à l'IPE-Savoie. Vous avez repris directement la ferme ou pas? Non, j'ai fait 2 ans de mécanique au garage Philippine Oreille. Ah. Et c'est là que vous avez appris la fine mécanique sur les... C'est là que j'ai un petit peu appris, donc s'il fallait démonter des freins ou n'importe quoi, je me suis mis tout doucement. Et puis je suis un amoureux de mécanique. Oui. J'aime beaucoup. Moi, je suis un homme qui doit travailler avec ses mains. Au niveau mécanique, vous êtes intéressé alors aussi, étant agriculteur, aux différents types de machines, pour l'entretien des machines agricoles. Alors. Moi, j'ai fait, et en plus, j'aimais de les construire. Oui, les construire. J'ai construit mes machines, moi, que ce soit une benne, que ce soit un extirpateur ou un bic pour déchaumer. Un bic, on appelle ça un bic, c'est un outil qui sert avec des grosses dents à enlever les chaumes. Ah oui. Oui. Et en fait, ça demande aussi un travail de soudeur. Ah oui, et où est-ce que vous avez appris à souder, en fait? Parce que, bon... J'ai voulu apprendre à souder de moi-même. C'était un défi à vos parents? C'est-à-dire que j'avais un peu l'esprit indépendant, hein, moi. Et comment papa, un jour, je lui dis, je vais acheter un poste à souder. Pourquoi tu achètes un poste à souder? Je ne sais pas souder. Mais je dis, si je n'essaye pas, ça n'ira jamais. Hein. Et c'est comme ça que j'ai acheté un poste à souder et que j'ai fait notre première benne. Ah, voilà. J'avais acheté un camion du côté de Liège, là, et
l'ai coupé, j'ai fait un timon, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour qu'on l'adapte à un tracteur. Donc Voilà. c'était aussi, comment dire, une recherche technologique de la part et on le découvrira par après parce que ça va expliquer un peu aussi votre ouverture vers l'artisanat. Mais voilà, nous allons maintenant passer à essayer de vous présenter un petit bonheur de Romicourt qui, je l'espère, vous intéressera. Nous sommes donc ici à Pousset, un des villages de l'entité de Romicourt, non loin de la vieille forge, le restaurant dont nous avons parlé dans d'autres précédentes émissions. Et nous sommes en fait chez M. Kevin Boxus qui a créé, qui a lancé une bière dans ce village. Vous avez une formation d'ingénieur agronome au départ. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc je travaille, j'ai une formation générale en agronomie, je travaille dans le fromage dans la vie de tous les jours, à la fromagerie de Herve. Et j'ai une formation également, je suis maître brasseur. Donc j'ai au début commencé à faire des petits brassins de 23 litres dans la cuisine, chez mes parents, puis à l'appartement. Oui. Et alors l'idée était vraiment de développer une microbrasserie pour vraiment assouvir ma passion. Et c'est un projet que vous avez mené avec votre épouse Cindy, qui elle-même est aussi graduée en agronomie. C'est ça. Hein. Donc elle a vraiment accroché au niveau du projet, et il faut, c'est un projet quand même conséquent. Et alors on a cherché un endroit où il y avait un potentiel pour installer une microbrasserie. Et vous êtes venu vous installer à Pousset. Voilà, on a découvert le village de Pousset, et on est vraiment tombé sous le charme de cette petite ferme. Et alors vous vous êtes investi pendant, je pense, 3 ans à remettre en état une partie des bâtiments pour accueillir des locaux. C'est ça, donc on est Pousset-toi depuis 6 ans et les 3 premières années, tous nos week-ends ont été dans la rénovation ici des étables et granges pour développer la microbrasserie qui a démarré en juillet 2019. Et c'est ainsi que sont nées les premières bières, la bière loustique en fait. C'est ça. Alors quelle est la première bière que vous avez sortie en fait? C'est celle que vous avez en main, voilà. La loustique triple. Donc ça, elle est sortie d'abord de mes cuves de 23 litres et puis je l'ai petit à petit améliorée et ça a été la première à sortir ici en 10 hectolitres. Vous avez fait des études en fait de formation pour la bière, hein, je pense. C'est ça, j'ai fait une année complémentaire après mon cursus d'ingénieur. Ouais. Et il y avait une volonté de rechercher précisément tel ou tel type de bière. En fait, vous allez chercher vos produits, comme le malt, ici en Belgique, pour, disons, votre bière. C'est ça. Ici, donc les matières premières de la bière, c'est l'eau, le malt, le houblon et les levures. Je n'utilise volontairement pas d'épices parce que je trouve qu'il y a cette richesse aromatique dans les maltes et les houblons. Et alors, je travaille avec la malterie du Château pour l'instant, avec une bonne partie du malt qui vient de Belgique, un petit peu du nord de la France. Et alors, je suis en collaboration également avec les houblons Made in Liège, un jet doublon d'ici. Alors, vous sortez d'abord celle-ci. Ouais. Hein, et puis la suivante, c'est laquelle vous avez sorti? C'est l'ambrée. Alors ensuite, on a sorti une ambrée on va la montrer. Ambrée rousse. Ambrée, voilà. Voilà, elle qui est un peu moins forte et qui, contrairement à la triple où on va chercher vraiment des arômes, un peu d'alcool, des arômes également de houblon, ici on est plus dans l'aromatique côté malt. Donc un peu caramel, café. Et vous êtes en train de préparer une 3e bière, je pense. C'est ça. Alors la dernière sortie, c'est la saison loustique. Elle est sortie l'été dernier. La voici. Donc là, c'est vraiment une bière brassée dans le style des saisons, donc avec 3 grains. Celle-là, elle contient du malt d'orge, de froment et de l'avoine. Et alors beaucoup de houblon, mais plutôt du houblon aromatique. Alors un houblon que je vais faire évoluer d'année en année. Alors ça reste en fait une brasserie très artisanale, oui, hein, oui. très manuellement. Tout est manuel, tout est manuel presque. Ouais. Mais alors quand même, vous avez permis à développer un réseau de vente. Par exemple, cette bière maintenant n'est pas seulement vendue ici, rue de la Vallée, c'est quel numéro ici? 23. Le numéro 23 chez M. Boxus, mais aussi vous avez créé un réseau où cette bière est en vente ailleurs. C'est ça. Donc vraiment Par exemple, la Vieille Forge, nous étions... la Vieille Forge, la loustique qui est présente. Ouais. Et donc ici, c'est le principal point de vente, mais alors on a des points de vente locaux. La Vieille Forge, la ferme au Moulin, la ferme La Ruelle Bada, la brasserie Moureau. Ça reste très régional. Oui, et puis bon, vous essayez d'étendre en fait le réseau de vente de votre bière quand même. Hein. Mais c'est le bouche à oreille principalement. Voilà, quand les gens la goûtent, l'aiment bien, c'est beaucoup les clients qui viennent la rechercher et qui nous disent qu'ils aimeraient bien en servir. Et d'ailleurs, c'est ce qui vous amène à essayer de faire des transformations encore dans votre bâtiment pour essayer d'avoir un lieu
commercial de vente C'est ça. adapté à la dégustation de bière tout en pouvant l'acheter, c'est bien ça? C'est ça, du coup ici on a encore une partie non aménagée des granges où j'aimerais bien installer et le point de vente, mais en même temps un petit espace de dégustation pour la faire découvrir aux personnes qui ne la connaissent pas et pourquoi pas réunir les voisins, les amis du village de temps à autre à une petite D'ailleurs, after-work. le village de Poussey est un village connu parce qu'il y a aussi les moines de Poussey qui sont des dégustateurs de bière, qui mettent en valeur la bière et d'ailleurs qui mettent en valeur la bière Laloustic. Hein. Oui, ben, je suis très content parce que depuis que je les connais et qu'on se croise et qu'on boit des verres ensemble, ils deviennent de vrais ambassadeurs de la Loustic. Oui. Alors pourquoi Loustic? Loustic, si vous voulez, c'est quand on a une recherche d'un nom. Parce que c'est les Loustic 1, Loustic 2, Loustic 3. Ça. Oui, oui. Elle restera, voilà, ça reste Ouais. la Loustic et moi je la décline par le type de bière. La Loustic, si vous voulez, c'est le surnom que je donne au fils de ma compagne. Ah, Donc, le petit Loustic. Et alors, on cherchait un nom pour la bière, c'est pas toujours évident à trouver. On s'est dit, mais on l'a, le nom il est là, la Loustic. Ça fait un peu espiègle, ça fait un peu le petit comique de service. Donc je trouve, on a trouvé que ça se mettait bien pour le nom de la bière. Ouais. Alors comme il faut espérer que l'année 2022 sera meilleure pour déguster, faire des fêtes, Ouais. tout au moins des rencontres, cette bière Loustic sera mise à l'honneur et je pense aussi qu'il est peut-être intéressant également de faire des rapports entre ce type de bière et peut-être certains fromages aussi, de voir un peu quelles sont les alliances qu'on pourrait faire au niveau dégustation, non? Oui, tout à fait, c'est une très bonne idée et c'est vrai que travaillant dans le fromage et dans la bière, c'est quelque chose que j'aimerais bien développer et partager avec vous quand le bar de dégustation sera ouvert. Comme Un apéro. Ouais, tout les à fait. apéros-bars, voilà. Alors, Loustic, Hesbaye. Donc il y a une sorte de volonté d'identité avec la Hesbaye. Oui, ben, moi je viens de Brève, j'ai grandi, je suis né là, j'ai grandi et je suis très attaché oui, à la SB. C'est une région où il n'y avait pas encore, où il n'y a pas encore énormément de brasseries développées, donc je trouvais qu'il y avait un intérêt à... Et puis il y en avait, c'est vrai, dans le temps il y en avait beaucoup, puis ça s'est abandonné, et beaucoup ont fermé, et puis c'est bien de voir renaître ainsi pour l'activité du village des brasseries comme ça, qui en fait prévoient de l'animation. Alors ce qui serait peut-être un jour, c'est d'inviter, que nous inviterions par exemple les moines de Poussey, à les enregistrer, à les voir, et les voir un peu déguster Loustic et ce qu'ils en pensent. Avec plaisir, ils seront les bienvenus. Ouais. En tout cas, M. Boxus, merci de nous avoir reçus dans votre brasserie. Merci de nous avoir présenté la Loustic. Nous ne ferons pas les Loustiques, au contraire, nous la dégusterons avec passion et avec intérêt. Merci encore. Et je vous conseille, venez, allez acheter la Loustic, dégustez-la, voyez les différentes saveurs. Essayez de goûter certains types de fromages dont disons, le goût pourrait se rapprocher. Ce sont des petites études à faire, de dégustation. Et puis après, il y en a ici à la Vieille Forge. Donc quand vous venez à la Vieille Forge, demandez une Loustic à l'apéritif. Voilà. Merci. Nous sommes toujours à Rodège, dans la maison de M. Cesferon, dans un endroit particulier, hein, parce que en fait, c'est un lieu-dit si vous habitez, si je pense bien, non? Et il y a une vierge tout près. Oui. C'était un parc avant. Voilà, la raison pour laquelle, sur les pierres de taille qui sont à l'entrée, qui est l'entrée qui a toujours été là-bas, c'était un parc ici. Ah oui. Où mes arrière-grands-parents, on se promenait à cheval à l'époque, hein, c'était le bon temps. Et c'est la raison pour laquelle j'ai repris cette appellation. Ce n'est pas par gloriole ou quoi que ce soit. Non, voilà. Et il y avait aussi des arbres. Oui. Et ces arbres, vous en avez conservé? Rien du tout. Mon père a tout rasé. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Oui, parce qu'il y avait ici, ce qu'on appelle un fao, un arbre énorme. Ah oui. Il fallait 3-4 hommes pour en faire le tour, vous imaginez. Ah oui, d'accord, oui. Et quand il y en avait un ici sur le coin, oui. Le fao en question était là plus loin, et ici sur le coin, c'était un tilleul. Un tilleul, ah oui. Voilà. D'accord. Et comment faut-il dire, quand mon père a coupé cet arbre, j'en ai pleuré. Ah. Pourtant, je n'étais qu'un gamin, hein. J'avais 12 ans. Mais abattre peut-être 3 siècles de vie, comme ça, d'un coup de tronçonneuse, hein, s'il allait le faire à la hache, on ne l'aurait jamais fait. Le monde agricole évoluant, vous vous êtes orienté vers différents types de cultures? Nous avons toujours fait la betterave, du froment, du lin, l'escourgeon pendant des années. Maintenant, l'escourgeon, on n'en fait plus. De la betterave non plus. Et nous sommes partis vers des légumes, hein, les pois et tout ce qui s'ensuit. Aussi, je pense, vous avez cultivé sur des terres d'autres personnes également. Nous avons fait avec mon frère de l'entreprise agricole et on faisait... Votre frère Joseph, hein, c'est ça? Oui, mon frère Joseph. Et on a fait la ferme d'un de vos voisins.
Voilà. La ferme Roberti à la mine. Roberti à la mine. Ce travail d'agriculteur, vous êtes un défenseur de la nature? Parce que vous me parliez aussi le problème qu'on avait arraché les haies et tout. J'adore la nature, Oui. quoi que l'on en dise. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un dans tout le Grand Remicourt qui use autant d'argent pour acheter des graines pour les oiseaux. Je peux vous dire que j'achète tous les mois, je vais dire pour 200 €. Pour l'hiver, ah oui, il me faut déjà environ 70 kilos de cacahuètes toutes les semaines. Parce que j'ai énormément de geais. C'est magnifique, hein, geais. Ah oui, 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 Bon. J'ai énormément de mésanges. D'ailleurs, je dis toujours, moi, un oiseau ne va jamais se poser sur une dalle en béton. Hein. Il cherche à manger. Voilà. Derrière chez moi, j'ai certainement 5-6 places où je nourris. Tous les matins, je fais mon petit tour avec mes seaux. Il faut qu'on fasse ça. Parce que si tout le monde faisait un petit peu, eh bien, des oiseaux, on aurait des oiseaux. Non, et c'est vrai que, bon, il y a des types d'oiseaux qui ont disparu. Par exemple, on voit de moins en moins aussi des hirondelles, par exemple. Hein. Pour nourrir les hirondelles, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il faut des mouches. Nous allons reprendre Hodège en 1960, 32 déclarants exploitants, 32 personnes au moins qui avaient des animaux. Quand il y a des animaux, il y a des mouches. Ici à Hodège, à part Jean-Paul Warnon, que je ne raconte pas de bêtises, non, il n'y a plus aucune bête à Hodège. Il n'y a plus qu'une bête à Hodège. Ça, c'est une chose. Les étables, voilà. Il y a combien de fermes qu'on a transformées en appartements, c'est terminé. Effectivement. Voilà. Oui. Dans les pignons des granges, il y avait des trous ronds, les oculis, par où les chouettes pouvaient venir dans les récoltes, capturer ce qu'ils avaient besoin pour manger. C'est classé, tout ça. On a rebouché tous ces trous-là. Comment voulez-vous qu'on ait encore un peu de nature? On voit de moins en moins aussi de troupeaux de vaches et autres. J'avais un voisin ici, quand il a été là de 6-7 mois, des rats. Je les ai empoisonnés, mais c'est embêtant quand on empoisonne les rats, c'est que derrière vous, s'il y a un rapace qui passe, qui prend un rat mort, vous avez le rapace en même temps, ou bien vous avez le hérisson qui mange les boulettes d'empoisonnement. Donc, j'ai placé un nichoir, là, et maintenant, il y a un rapace qui vient dedans, parce qu'au pied du nichoir, je retrouve les plottes. Donc, il faut qu'on crée ce qu'ils ont besoin. Je dis toujours, le béton, ça sert à rien. Est-ce que vous considérez, par exemple, avec l'évolution de la nature, que recréer des haies est important en Hesbaye? On utilise des haies maintenant pour séparer les cultures bio traditionnelles, par exemple. Le gros problème, on s'est cru en Amérique ici. On a créé l'autoroute et puis on a fait des routes parallèles à l'autoroute. Et on nous a fait de très longues lignes. Si on met une haie, je vais dire, au milieu ou n'importe quoi, comment est-ce que je vais derrière? Et puis il faut que je ramène. Comprenez, maintenant on plante d'un bout à l'autre, parce qu'on amène toute la récolte sur le bord du champ. Et on ne piétine pas inutilement. Ça n'a pas été trop bien pensé. Le remembrement qui a été effectué ici en même temps que l'autoroute, donc dans les années 70-75, je me suis opposé par exemple aux gens qui disaient ça. Ils disaient fermement, je vais le dire poliment, tais-toi, tu ne connais rien. Et aujourd'hui, maintenant, il faudrait rien nous trouver, il faudrait remettre de haies, il faudrait replanter des vieilles essences d'arbres fruitiers et tout ce qui sort. Mais où sommes-nous? Je ne suis pas contre. Hein. Là, vous pouvez venir ici, c'était une prairie. Elle pouvait aller voir derrière. Hein. Qu'est-ce que j'ai planté? Moi, je plante tout le temps. Mais des arbres fruitiers que vous plantez? Je plante des arbres fruitiers, j'ai par exemple un bête truc, des arbres à papillons, tout ce qui sort. Ah oui, d'accord. Il faut créer l'environnement pour avoir quelque chose. Nous allons découvrir un autre petit bonheur de l'entité de Remicourt. Bonjour Adrien Dallot-Stilmont. Bonjour. Vous avez publié un roman qui s'appelle Cicatrice, mais c'est un livre en fait, qui vient de sortir chez Julia Biagicci. Fox, chez Julia Biagicci. Oui. Parce que aussi vous êtes un habitant de l'entité de Remicourt. Tout à fait. Je vis à Remicourt depuis pratiquement que je suis né. J'ai maintenant 18 ans, je suis à l'université de Liège en ingénieur civil. Comme passion, je fais de la musique. Forcément, j'aime bien écrire, j'aime bien lire. Vous aimez bien la musique? Quel type de musique? Classique, sans pour autant me restreindre à ça. Je suis pas difficile, j'écoute un peu de tout. Et comme musicien? Je joue de la batterie en fait, principalement. J'ai fait un cycle académique à Warem, à l'Académie de Warem. De la guitare et du piano. Je compose un peu des chansons, voilà, j'apprends à chanter tout seul. J'explore un peu toutes les facettes de la musique que je peux. Ouais. Est-ce que la musique, est-ce que ces différents aspects vous a servi dans l'écriture de ce livre Cicatrice? Je pense, oui. Il y a notamment un passage qui parle de musique, où un personnage joue de la musique et d'autres décrivent ce qu'ils perçoivent. Et il est pas très long, mais c'est vrai que notamment à ce passage-là, j'ai beaucoup aimé l'écrire parce que j'ai bien pu faire le lien
avec le ressenti qu'on a quand on joue de la musique. Ce livre est né comment? Quand j'ai écrit la première lettre, le premier mot, c'était il y a 2 ans. Ça n'a pas été une décision brutale en 4e ou en 5e secondaire. J'aimais bien écrire, j'aimais bien les expressions écrites qu'on faisait à l'école, les rédactions. Et j'avais envie plutôt d'un peu de liberté pour écrire. Voilà, je me disais, je m'amuse bien en faisant des rédactions. Et si j'essayais d'écrire quelque chose, moi, comme ça, sans but, voilà, juste je me mets devant mon ordinateur et je commence à écrire. J'ai commencé à taper 2-3 textes, mais sans prétention, sans rien, que j'ai même abandonné ensuite. Et puis, au milieu de tous ces textes, il y a celui-là que j'ai continué et puis qui a fini par être fini. Qu'est-ce qui vous a inspiré pour écrire cette histoire en fait? Parce que j'ai voulu, en fait, je me disais, je vais écrire exactement ce que je sens pour le futur, ce que je me dis, ça se passera peut-être bien comme ça, ce sera sans doute important comme ça. Et je me disais que cette approche, cette perspective de juste donner mon impression sans justifier, sans rien, ça pourrait être intéressant parce que, étant donné que j'avais 15-16 ans, ça pouvait parler aux gens qui ont 15-16 ans. Je me disais que ça pourrait être intéressant qu'un ado parle à des ados. c'est assez étonnant parce qu'en plus, on a l'impression, enfin par vos études, que vous avez plus l'esprit mathématique. Hein? Ou est-ce que c'était un besoin de compensation par rapport aux maths? En fait, je pense que moi j'ai un peu besoin des deux en fait. Ne faisant que des maths, j'aurais l'impression de me restreindre dans toujours la rationalité, la logique. Et à l'inverse, en abandonnant les mathématiques, en découvrant pas un peu ce monde un peu plus, en me consacrant complètement à l'aspect artistique, j'aurais à l'inverse l'impression de trop me balader dans le flou. Voilà, je pense que j'ai un peu besoin des deux, de pouvoir réfléchir à la fois d'une manière rationnelle et de pouvoir rêver. Il y a des écrivains ou de vos lectures qui vous influencent, qui vous portent un peu? Je pense que les réponses vont être différentes pour quand j'ai écrit Cicatrice et pour plus maintenant. Quand j'ai écrit Cicatrice, il y a notamment John Green qui m'a inspiré par la façon dont il parlait aux ados en fait. Il comprenait bien ce qui nous préoccupe, je sais pas, cette facilité à aller vers une façon de réfléchir d'un ado, ça m'a plu. J'avais évoqué Ken Follett aussi. J'ai beaucoup aimé pour toute la complexité de l'univers qu'il construit. Ça se verra peut-être moins dans Cicatrice. Et récemment, mais ça c'est complètement aliéné de Cicatrice, je dévore Émile Zola. C'est vraiment exceptionnel. Qu'est-ce que vous lisez d'Émile Zola pour le moment? Je lis Les Rougon-Macquart. Ça a été vraiment une grande découverte littéraire aussi. À l'école secondaire, on a vu Émile Zola, le naturalisme. Toute cette histoire de l'hérédité me semblait tout à fait, du roman expérimental, me semblait tout à fait pas pertinent. Je me disais, c'est ennuyeux, je vois pas l'intérêt. Et puis en lisant, en fait, on découvre vraiment tout le sens de cette approche. Alors pour en revenir à Cicatrice, publié chez Falk et Éditions, groupe, pourquoi Cicatrice? Est-ce que c'est des cicatrices qui concernent l'auteur ou ce sont des cicatrices qui concernent les héros du livre? C'est complètement par rapport au personnage, rien à voir là-dedans. Les cicatrices, c'est à la fois un lien réel avec le personnage qui a vraiment une cicatrice, et cette cicatrice revêt une importance, bon voilà, je ne dévoile pas. Et en même temps, oui, c'est tout cet aspect de se dire, il recommence une nouvelle vie, en portant les cicatrices du passé et de leur passé qu'ils ne connaissent pas. Et donc voilà, c'est un peu le fardeau des cicatrices d'avant. L'impression à la fin que le roman n'est pas terminé, qu'il y aura une suite. Je n'ai pas imaginé de suite, mais en tout cas j'aurais eu du mal à peut-être complètement terminer l'histoire, à dire là c'est fini, parce que je me plais à imaginer que les personnages continuent à vivre sans pour autant que j'écrive la suite. Dans l'esprit des lecteurs, je préfère les laisser libres à la fin de l'histoire au lieu de les enfermer dedans. Est-ce qu'il est difficile de concilier la vie d'étudiant et celle d'auteur? On n'a pas toujours le temps d'étudier suffisamment ou d'écrire suffisamment, il y a toujours un peu une part de sacrifice. Mais j'ai envie de dire que je suis un peu obligé de concilier les deux parce que l'écriture, c'est juste un plaisir, quoi. Quand je me mets à écrire, je me dis pas je vais travailler, je me dis je vais prendre du temps libre.
C'est une passion, un hobby. Et tu écris à certains moments de la journée ou est-ce... Au début, j'écrivais le soir, hein, parce que écrire, c'était une activité qui n'avait aucun but pour moi. Voilà, j'écrivais, puis voilà, il n'y avait pas d'histoire d'édition, pas d'histoire de... Voilà. Maintenant, évidemment, comme l'activité revêt un peu plus d'importance, forcément, j'écris quand j'ai le temps, quand j'ai du temps libre à l'université. Et Ou... quand tu joues d'un instrument de musique, est-ce qu'il t'arrive parfois d'avoir une idée qui survient en jouant ou est-ce que tu es tellement concentré sur ton instrument que tu fais une casse séparée? Sur le moment, non, je dirais que j'ai pas d'idée qui apparaît comme ça. En revanche, l'un et l'autre, quand j'écris ou quand je joue de la musique, souvent ça donne un élan créatif comme ça. As-tu d'autres projets d'écriture? J'ai un autre projet d'écriture qui commence à bien avancer maintenant, qui s'appelle Tangente à l'heptagone. Ce titre a un sens et que ça surprenne, quoi. Les maths, qu'est-ce que ça vient de faire là? Bon, ben voilà, nous avons présenté aujourd'hui Cicatrice d'Adrien Dallos-Tillemand. Donc ce livre, un peu c'est votre enfant en fait, Adrien. Les éditions Faust Group vous ont soutenu dans cette édition. Tout à fait. Et donc, et ce livre, on peut le trouver On peut le trouver dans toutes les bonnes librairies et sur Internet aussi, sur le site de la maison d'édition Fox, édition Bookshop. Merci, Adrien Dallos. Merci à vous. Nous sommes toujours à Rodège, chez Céleste Foron. Je pense aussi que dans ce village, il y a des choses quand même à voir, où on peut se promener. Oui, il y a une cour de justice ici, juste derrière l'église. C'est un vieux bâtiment, c'est dommage d'ailleurs que l'on ne soit pas occupé de cela. On l'a laissé vendre, et le bonhomme qui l'a acheté, il a tout le passage à derrière, c'est un monsieur qui fait dans les chevaux, c'est bien pour lui, mais on aurait dû mettre ça en valeur. Autrement, à Rodège, qu'est-ce qu'il y a à dire voir? Le café? Il y a encore les coques. Hein. On dit souvent qu'il fait 1 heure à 4 heures à Rodège. Depuis les fuseaux de communes, c'est disparu. Hein. Le centre du village à Rodège, il se trouve où exactement? Est-ce que c'est l'église? Non. Je vais dire c'est certainement l'ancienne administration communale. Où on va d'ailleurs installer, je pense, au CPS, au siège du CPS de Remicourt. Dans l'école, hein. Voilà, c'est une tristesse qu'on n'ait plus d'école. Dans les traditions, vous vous souvenez d'un certain nombre de choses qui se Il y avait à Rodège une procession septennale. C'était magnifique. Et on disait aussi, l'église aussi a une qualité particulière, hein, avec le plafond en bois comme ça. Les vitraux sont magnifiques. Des cadeaux de mes arrière-grands-parents, de mes grands-parents, d'ailleurs il était inscrit dessus. Hein. Vous avez continué, M. Sferon, à développer vos activités et vous avez commencé en fait à faire le travail du fer, de la ferronnerie. Oui, à l'Institut agricole de l'IPES, où j'avais un professeur d'atelier, M. Tilkens, qui m'a appris à limer en traits croisés et à faire de la... C'était tout le début, hein? Voilà. Pourquoi avoir fait ce personnage en fait? C'était imposé par M. Tilkens. D'accord. Oui. Ça ne vous correspond pas, Céleste, non? L'écureuil bien, le pied pas. Non mais attendez, on vous donnait un petit bout de métal comme ça. Il fallait l'aplanir correctement, on avait une réglette. Et puis, il fallait faire les chanfreins. Je trouvais ça un petit peu fort qu'on passait presque une année pour le faire. Voilà. Et puis, plus tard, développant, vous créez votre atelier. C'est-à-dire que j'ai développé, j'aimais de souder tout ça aussi, parce que je faisais mes outils pour ma ferme moi-même. Ah, oui. Et puis là-dessus, j'avais besoin de grilles pour moi-même, que j'ai faites. Oui. Et puis, on m'a vu. Et c'est parti comme ça. On m'a vu travailler, et voilà. Vous n'avez pas besoin nécessairement de mesurer, c'est ça que j'avais perçu chez vous. Vous aviez vite en tête le dessin ou la mise en... Je n'ai jamais eu besoin de plan. Vous allez me demander de faire ce trépied, je vais dire, ben ça va, je l'ai vu. Je peux presque dire, j'ai une photocopie. J'ai une photographie tout du moins. Et c'est comme ça que vous avez développé toute la ferronnerie d'art. Vous avez créé des sortes de jardinières, enfin des petits kiosques de tout. Tout ce qu'on me demandait. Faire 2 fois, je vais dire, vous m'auriez demandé de faire ça 2 fois. Changer, voir, toucher à tout. Et en même temps, vous avez développé aussi vos machines pour faire ce travail. Ah oui, à tel point qu'aujourd'hui, l'atelier qui a été repris par votre petit-fils, c'est Thomas, son prénom. Thomas a déjà un bel atelier. Je suis heureux de le voir là-bas. Oui. Parce que maintenant, voilà, il vient de s'acheter une table pour des laser, là, et tout ce qui sort aussi. C'est magnifique. Je lui ai mis le pied à l'étrier à l'âge de 14 ans. Il aimait de faire ce que je faisais. Et quand il a été en âge d'évoluer je lui ai dit, il faut partir hein, maintenant. Il est allé pendant 3 ans chez M. André-Louis à Serein. Un monsieur comme ça pour moi. Question de faire de belles choses et les faire avec très méticuleux.
Et Thomas est très méticuleux. Il fait des choses extraordinaires. Là, il dépasse le maître. Il me dépasse. C'est là que vous avez aussi, dans ce domaine, une collection assez remarquable, en fait, de tracteurs. D'où vient-elle, cette collection? C'est une collection qui a démarré il y a longtemps? J'ai toujours aimé les machines, donc les tracteurs, je cherchais à en avoir toute marque. D'ailleurs, j'ai un fils. Dans ce matériel agricole, s'il n'en a pas 500, il n'en a pas. C'est un garçon qui a beaucoup voyagé, même jusqu'en Ukraine. Il rapportait de tout, de partout. Mais moi, j'ai aimé, c'était de construire. Ah oui. Et d'ailleurs, vous avez construit des... J'ai toujours construit. On va voir quelques images tout à l'heure de cela. Je crois que je vous l'ai déjà dit, je ramassais des sacs, les seaux en plastique. Et qu'est-ce que vous faisiez avec? Eh bien, je le découpais, je le relavais, je découpais mes pièces. Du plastique, quand vous le fondez à la bougie, vous pouvez le recoller, il est reparti. Hein? Donc, il fallait toujours que je coupe mes pièces avec 2-3 mm de plus pour avoir de la matière pour souder. Sans quoi ça n'est pas. Eh bien, j'ai fait de tout. Moissonneuse, batteuse, tout bla. Et vous avez, en fait, ici, dans la maison, j'en ai un petit peu ici. Des vitrines avec différents types de, de tracteurs et autres qu'on peut voir. D'ailleurs, je pense même qu'il y a une machine pour les betteraves, c'est ça? Chantier à betteraves, chargeuse à betteraves, oui. C'est un symbole de la région, d'ailleurs. Je dois encore avoir à la cave une arracheuse monorange Moser. Et puis j'ai repassé cette envie de jeu comme ça à un garçon trodiste qui venait souvent me trouver ici, Pierre Duchesne. Lui aussi était devenu un passionné. Ah. Oui, il faisait de très belles choses. Alors, pour finir cette émission, je pense que au travers de la commune de Remicourt, il y a un ruisseau qui s'appelle l'Yerne. Alors expliquez-nous, dites-nous un peu pour finir l'Yerne, ce que ça représente. L'Yerne n'était pas canalisé. Tout le long de l'Yerne, il y avait de gros saules-tétards. Dans les saules-tétards qui avaient souvent la tête creuse, tout le monde venait dormir là. Maintenant, c'est terminé tout ça. Et l'Yerne a-t-elle joué un rôle dans le village de Rodège? Je ne crois pas. Pas beaucoup, non. Moins qu'à la mine alors peut-être, parce qu'il y avait la place peut-être, je ne sais pas. Oui, mais on n'a jamais tiré aucun profit de la force de l'Yerne. De la force de l'Yerne, bon, c'était pas grand-chose. Hein. Oui. Comment voyez-vous l'évolution de l'agriculture dans notre région? Ça, c'est un très grand sujet. Ce sera peut-être l'objet d'une autre émission alors. Ce sera un très grand sujet, monsieur Moisse, parce que est-ce que l'on veut encore de l'agriculture belge? Oui, le sujet de l'agriculture mériterait d'ailleurs une émission rien que sur le sujet, mais ce n'est pas notre objet aujourd'hui, c'était plutôt de parler avec un habitant de Rodège, un monsieur qui a bien vécu ce village, qui, comment dirais-je, a développé sa profession, a apporté des choses, une intelligence, une manière, un artisan, de la ferronnerie d'art et autres, et donc c'était intéressant de venir converser avec lui, et je vous souhaite également une bonne fin de journée.